Je m'appelle Thérèse, j'ai 36 ans et je suis pharmacienne. Pas employée, propriétaire. La pharmacie de la rue principale, celle avec la croix verte qu'on voit depuis le rond-point, c'est la mienne. 2 semaines avant Noël, ma mère m'a téléphoné pour me dire que je n'étais pas la bienvenue au réveillon cette année. Pas malade, pas en voyage, pas fâchée officiellement, simplement pas la bienvenue. Parce que ma sœur Bénédicte, m'a-t-elle expliqué de sa voix la plus douce, ne voulait pas de drama. Et je veux que vous reteniez 3 choses avant que je vous raconte le reste, parce que ces 3 choses sont l'histoire entière. La première, 4 enveloppes. La deuxième, 68 appels manqués sur mon téléphone avant 21 heures, un certain mercredi de décembre. Et la troisième, ce que j'ai dit sur ma propre véranda, à minuit passé, devant toute ma famille rassemblée sous la neige, ça, personne ne l'a vu venir. Restez avec moi, parce que pour comprendre pourquoi ils sont venus jusqu'à ma porte, il faut d'abord comprendre pourquoi ils m'avaient fermé la leur. Ceci est une histoire de fiction, créée avec l'aide de l'intelligence artificielle pour votre divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite. Et si on vous a déjà traité de difficile juste parce que vous avez dit la vérité, juste parce que vous avez refusé d'arrondir les chiffres pour que tout le monde se sente mieux, alors vous êtes exactement au bon endroit. Vraiment. Prenez une seconde pour me le dire en commentaire et abonne-toi, parce que cette histoire, c'est la vôtre autant que la mienne. Et je ne veux pas la raconter à une pièce vide. Laissez-moi vous dire qui je suis, parce que ça compte pour la suite. Je suis une femme qui s'est faite toute seule. J'ai grandi dans cette petite ville, j'ai fait mes études loin, j'ai remboursé mes prêts étudiants au centime près, et à 34 ans, j'avais fini de payer ma maison, entièrement. Pas d'emprunt, pas de crédit qui traîne. Dans mon métier, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Quand je prépare une ordonnance, je mesure au milligramme. Une gélule de trop, une décimale mal placée, et ce n'est plus un remède, c'est un poison. Alors je vérifie. Je vérifie une fois quand je lis l'ordonnance. Je vérifie une deuxième fois quand je compte. Et je vérifie une troisième fois avant de sceller le sachet et de le tendre par-dessus le comptoir. 3 fois, toujours. Une ordonnance, pour moi, c'est une promesse écrite. Ce qui est sacré, ce qui est marqué, doit correspondre exactement à ce qui est dans la boîte. Ma famille, elle, ne vérifie jamais rien. Ma famille vérifie avec la version la plus commode, celle qui fait le moins de vagues. Et elle appelle ça la paix. Il faut que je remonte plus loin pour que tout tienne debout. Il y a quelques années, mon père a fait un infarctus, un gros. On l'a opéré en urgence, un pontage, plusieurs semaines à l'hôpital, puis la convalescence. Et pendant qu'il était couché sur ce lit, la réalité a fait surface, celle dont personne ne parlait au repas de famille. Mes parents étaient en retard sur leur maison, très en retard. La banque avait envoyé les lettres qu'on n'ouvre pas, puis celles qu'on ne peut plus ne pas ouvrir. La maison partait en vente. La maison de mon enfance, celle où on avait fait tous les Noëls, allait être vendue aux enchères pour éponger la dette. Ma mère pleurait au téléphone. Ma sœur disait qu'elle ne pouvait rien faire, qu'avec son mari, ils avaient déjà tellement de charges. Et moi, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai regardé les chiffres en face, calmement, et j'ai agi. J'ai prêté à mes parents 52 000 euros. 52 000. De quoi arrêter la vente, solder l'arriéré, sauver la maison. Et parce que je suis qui je suis, parce qu'un prêt sans papier n'est qu'un cadeau qui n'a pas encore compris qu'il en était un, je ne l'ai pas fait sur une poignée de main. Je suis allé chez le notaire avec mes parents. On a signé une reconnaissance de dette, en bonne et due forme. Remboursement de 400 euros par mois, sans intérêt, parce que c'était ma famille
et que je n'ai jamais voulu gagner un centime là-dessus. Je voulais juste que le remède corresponde à l'ordonnance. De l'argent prêté, de l'argent rendu, écrit noir sur blanc. Mon père a signé, ma mère a signé. Tout le monde a remercié. Ma mère m'a serré dans ses bras dans le bureau du notaire et m'a dit que j'étais sa fille en or. Il faut que vous compreniez ce que représentaient ces 52 000 € pour moi. Ce n'était pas de l'argent de trop. Ce n'était pas un surplus que je ne savais pas où mettre. C'était 12 ans de doses comptées à 3 heures du matin, de garde de fin d'année, de comptoir tenu avec la grippe, parce qu'une pharmacie de village ne ferme pas. C'était chaque euro que je n'avais pas dépensé pour pouvoir, un jour, être la femme qui ne doit rien à personne. Et j'ai vidé cette réserve d'un coup, sans hésiter, parce que sauver la maison de mes parents valait plus à mes yeux que ma tranquillité de compte en banque. Je ne l'ai jamais regretté sur le principe. Ce que j'ai fini par regretter, c'est d'avoir cru que le geste parlerait de lui-même, qu'une famille se souviendrait de qui l'avait sorti de l'eau. On ne se souvient pas de son sauveteur. On lui en veut de vous avoir vu vous noyer. Les premiers mois, les virements sont arrivés. 400 €, ponctuels, le 5 de chaque mois. 13 fois, 13 versements, 5 200 € au total, et puis plus rien. Le 14e mois, rien. Le 15e, rien. Quand j'ai fini par en parler, doucement, à un déjeuner de famille, ma mère a balayé ça d'un revers de main en disant qu'on verrait ça plus tard, qu'on n'allait pas parler d'argent un dimanche, que c'était gênant pour tout le monde. Et là, j'aurais dû comprendre. Dans une pharmacie, quand un patient arrête son traitement du jour au lendemain sans rien dire, ce n'est jamais bon signe. L'arrêt brutal cache toujours quelque chose. Mais c'était ma famille. Alors j'ai laissé courir. J'ai laissé la dette dormir. Grave erreur. Les dettes qu'on laisse dormir ne dorment pas. Elles attendent. Il faut maintenant que je vous parle de ma grand-mère. Ma mémé Adèle. La mère de ma mère. 89 ans à l'époque. L'esprit vif comme une lame, mais le corps qui lâchait. Les mains qui tremblaient de plus en plus. Elle vivait seule dans son petit appartement. Et à mesure que ça devenait compliqué pour elle de gérer ses affaires, c'est vers moi qu'on s'est tourné. Pas vers ma sœur, pas vers ma mère. Vers moi, parce que j'étais celle qui vérifie 3 fois, celle qui range les papiers, celle en qui on a confiance avec les chiffres. On a fait établir une procuration, officielle, encadrée, avec les comptes bancaires de mémé Adèle sous ma responsabilité. Je payais ses factures, je surveillais ses relevés, je m'assurais que sa petite retraite couvrait tout. Je le faisais comme je fais tout, au milligramme. Chaque mois, je pointais chaque ligne. Chaque euro qui sortait, je savais où il allait. Et puis un jour, en faisant mes vérifications trimestrielles, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Des sorties d'argent que je ne reconnaissais pas. Pas une, pas deux. Sur plusieurs mois, en remontant, il manquait de l'argent sur les comptes de ma grand-mère. 9 400 €. 9 400 € évaporés, en dehors des dépenses que je gérais, en dehors de tout ce que j'avais autorisé. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai fait ce qu'on fait quand on découvre une anomalie sur une dose. J'ai tout recompté, j'ai vérifié mes propres traces, j'ai passé une nuit blanche à m'assurer que ce n'était pas moi qui avais fait une erreur. Ça ne venait pas de moi. Mes registres étaient impeccables. Mais l'argent avait disparu, et j'avais la procuration. Et dans l'esprit de gens qui ne vérifient jamais, celui qui a la clé est toujours celui qui a volé. Je l'ai signalé. Bien sûr que je l'ai signalé, parce que c'est ce qu'on fait. J'en ai parlé à ma mère. J'ai dit qu'il fallait comprendre d'où venaient ces retraites, qu'il fallait peut-être prévenir la banque. Et c'est là que ma sœur Bénédicte a allumé la mèche. C'était à une réunion de famille, un après-midi. Tout le monde dans le salon de mes parents. J'expliquais calmement la situation, les 9 400 €, la nécessité d'enquêter. Et Bénédicte, sans me regarder, en pliant tranquillement une serviette, a laissé tomber d'une voix légère. « C'est bien Thérèse qui gérait tous les comptes de mémé, non? Enfin,
Je n'accuse personne. » Et elle s'est levée, et elle est sortie de la pièce. Elle n'accusait personne. Elle avait juste posé le poison sur la table, et elle était partie avant que quiconque le respire. Vous savez comment fonctionne une rumeur dans une petite ville. Elle ne marche pas, elle coule. Ma tante Paulette a répété la phrase à sa manière, un peu arrondie. À l'église, quelqu'un a demandé, l'air de rien, si tout allait bien avec les comptes de la pauvre Adèle. Et un matin, à la pharmacie, j'ai reçu un courrier de l'ordre des pharmaciens. Une dénonciation anonyme avait été déposée, mettant en cause ma probité dans la gestion des affaires d'une personne âgée. Anonyme. Personne pour signer, personne pour assumer, mais mon nom, lui, était bien écrit en toutes lettres. L'enquête a été classée en 3 semaines. 3 semaines pour établir que je n'avais rien à me reprocher, que ma gestion était irréprochable, dossier clos. Mais vous savez ce qui reste, dans une petite ville, une fois que le dossier est clos? Pas le classement. Le mot enquête. Il colle à la peau comme une odeur qu'aucun savon n'enlève. Puis mémé Adèle était morte, doucement, dans son sommeil, un matin d'hiver. Et à sa mort, il a fallu régler la succession, l'inventaire, les comptes, tout passé au peigne fin par un notaire et un mandataire. Et savez-vous ce que cet inventaire officiel a établi? Que ma gestion, du premier au dernier euro, était parfaite, approuvée, validée. Et concernant les 9 400 € manquants, le document les a inscrits noir sur blanc comme des retraits non autorisés, d'origine indéterminée. Non autorisés, pas par moi. Origine indéterminée, autrement dit, quelqu'un d'autre avait mis la main sur cet argent, et ce quelqu'un n'était pas moi. Et un document notarié le disait. La preuve de mon innocence existait, tamponnée, signée, rangée dans un dossier. Vous savez ce qui est terrible avec un document qui vous innocente? C'est qu'il ne sert à rien face à quelqu'un qui a déjà choisi de ne pas le lire. J'ai apporté ce papier à ma mère, une fois. Je lui ai montré la ligne. Retrait non autorisé, d'origine indéterminée. Je lui ai dit, regarde, ce n'est pas moi, c'est écrit. C'est un notaire qui l'a établi. Elle a à peine baissé les yeux dessus. Elle a dit que les papiers, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Un notaire, une succession officielle, un tampon de l'État. Pour elle, ça pesait moins qu'une phrase que ma sœur avait murmurée dans un salon. C'est ça que j'ai mis des années à accepter. Dans ma pharmacie, une preuve écrite met fin au doute. Dans ma famille, une preuve écrite ne faisait que déranger une décision déjà prise. Ma famille n'a jamais dépassé la couverture de ce document. Jamais. Ils avaient l'histoire qu'ils préféraient, et une histoire qu'on préfère ne se laisse pas déranger par ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Pour eux, la vérité était déjà décidée. J'étais celle qui gérait les comptes. Point. Et une famille qui ne veut pas de drama, ne veut surtout pas d'un coupable compliqué. Elle veut un coupable pratique. J'étais pratique. Je vivais seule. Je n'avais pas d'enfants à protéger. J'avais les épaules assez larges pour porter le soupçon sans m'effondrer. J'étais dans la comptabilité affective de cette famille, le poste sur lequel on pouvait passer toutes les pertes sans que le bilan ait l'air mauvais. Et pendant que la rumeur travaillait, pendant que mon nom perdait un peu de sa couleur à chaque messe et à chaque marché, une chose ne changeait pas. Une seule. Les demandes. On me tenait à distance de la table, mais on n'a jamais cessé de me tendre l'addition. Et c'est exactement là que cette histoire va basculer, parce que j'ai fini par comprendre une chose que je vérifie désormais 3 fois, comme une dose. Ma place à cette table rétrécissait chaque année, mais ma facture, elle, ne rétrécissait jamais. Laissez-moi vous raconter comment on bannit quelqu'un d'une table. Ça ne se fait pas d'un coup. Un bannissement brutal, ça se voit,
Ça fait du bruit, ça oblige les gens à choisir un camp. Non. Dans ma famille, on procède par dose. On réduit progressivement, comme on sèvre un patient, sauf qu'ici le patient, c'était moi, et le traitement dont on me sevrait, c'était l'appartenance. La première année après la mort de mémé Adèle, on m'a placée à la table des enfants. J'avais 34 ans, une pharmacie, une maison payée, et on m'a assise entre mes neveux, avec les assiettes en plastique, loin de la vraie table, celle des adultes, celle où se décide qui compte. Ma mère avait dit ça, avec un sourire, comme si c'était une bonne idée d'organisation, comme si j'allais m'amuser. Je n'ai rien dit. J'ai découpé la dinde de Noël des petits, et j'ai fait semblant que ça ne me traversait pas. La deuxième année, on m'a fait comprendre que je pouvais venir juste pour le dessert. Le repas se ferait en famille, en petit comité, et moi, j'arriverais après, pour le café et la bûche, quand les vrais moments seraient déjà passés, comme une visite, comme une voisine qu'on aime bien, mais qu'on ne compte pas parmi les siens. J'y suis allée quand même. J'ai apporté un gâteau que personne n'a touché. La troisième année, ça a été un plat à emporter. Ma mère m'a proposé, avec toute la générosité du monde dans la voix, de me préparer une part du réveillon que je pourrais venir chercher et emporter chez moi. Manger seul le soir de Noël, la nourriture de ma propre famille, dans une barquette, sur mon plan de travail. Voilà à quoi on m'avait réduite. Et cette année, la quatrième, on est arrivé au bout de la logique. Le bannissement complet. Pas de table des enfants, pas de dessert, pas de barquette, rien. Bénédicte ne veut pas de drama. Mais voici ce que personne, dans cette famille, ne trouvait dramatique, les demandes. Parce que même en me chassant, on n'a jamais cessé de me solliciter. Ma place rétrécissait, ma facture jamais. Cette année-là, alors que je n'étais même plus invitée, on m'a quand même demandé de préparer le plat de Noël de mémé Adèle, sa recette, celle qu'elle ne confiait qu'à moi, parce que même morte, la nourriture de la grand-mère devait apparaître sur une table où sa petite-fille n'avait pas le droit de s'asseoir. On m'a demandé de prêter des chaises pour les invités. On m'a demandé, une autre année, de payer une partie des courses du réveillon. On me voulait dehors, mais on me voulait payante. Dehors et utile. C'est une place très particulière, celle de la personne dont on a honte au salon, mais dont on a besoin à la cuisine. Ce qui me frappe avec le recul, c'est la douceur de tout ça. On imagine toujours qu'une famille qui vous rejette le fait dans les cris, les portes qui claquent, les mots qu'on regrette. Non. Chez nous, tout se faisait avec le sourire, à voix basse, enveloppé dans des mots gentils. On a pensé que tu serais plus tranquille comme ça. Tu comprends, avec les enfants, c'est plus simple. Ne le prends pas mal, surtout. La cruauté polie, et c'est la pire de toutes, parce qu'elle ne vous laisse même pas le droit d'être en colère. Si vous protestez, c'est vous qui faites du drama, c'est vous qui cassez l'ambiance, c'est vous le problème. On m'avait construit une cage dont les barreaux étaient des amabilités, et chaque fois que je secouais un barreau, on me disait que j'étais agressive. J'ai appris là une chose que je n'oublierai jamais. Le mot « agréable », dans la bouche de certaines personnes, n'est pas une invitation à la paix. C'est un ordre de vous taire. Un jour, je n'ai plus supporté de tourner autour. J'ai appelé ma mère et je lui ai posé la question directement, sans emballage, comme je lis une posologie à voix haute, pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Je lui ai demandé « Est-ce que tu crois, toi, vraiment, que j'ai pris l'argent de mémé ?» Et il y a eu un silence. Je l'ai compté, parce que c'est ma nature de compter. 6 secondes. 6 secondes de silence de la part de ma propre mère, à qui je demandais simplement si elle me croyait voleuse. 6 secondes. C'est très long quand la réponse devrait être immédiate. Et au bout de ces 6 secondes,
Elle n'a pas dit non. Elle a dit « Restons agréables, c'est bientôt Noël ». Et là, j'ai compris quelque chose de définitif. Ma mère n'était pas une témoin dans cette affaire, elle était l'arbitre. Et l'arbitre avait fait ses comptes. La paix coûtait moins cher avec moi coupable. Une coupable qui se tait, ça arrange tout le monde. Une innocente qui réclame, ça oblige à regarder qui a vraiment pris l'argent. Ma mère avait choisi le devis le moins cher. Quelque temps après, ma sœur m'a passé un appel. Ce que j'appelle maintenant un appel de maintenance. Bénédicte a cette voix qu'elle prend quand elle veut lisser les choses, une voix de conseillère, presque tendre. Elle m'a dit que je devais comprendre, que chacun avait son rôle, que moi j'étais tellement plus douée avec les chiffres et les médicaments qu'avec les gens, alors que je la laisse s'occuper de la famille, elle. Toi tu es meilleure avec les comptes qu'avec les gens, Thérèse. Laisse-moi la famille. Elle disait ça comme un service qu'elle me rendait, comme si me tenir loin des vivants était une faveur adaptée à mon caractère. Et il y a eu un détail que je n'ai pas relevé sur le moment, mais qui m'est revenu plus tard, comme un effet secondaire qu'on note en petites lettres. Bénédicte avait l'air épuisée, vraiment épuisée. Une fatigue dans la voix qui ne collait pas avec quelqu'un qui gère sereinement la paix d'une famille. Une fatigue de quelqu'un qui porte un poids, pas de quelqu'un qui a la conscience légère. J'ai repensé 100 fois à cet appel de maintenance, à cette phrase « Laisse-moi la famille ». Sur le moment, je l'ai reçue comme une gifle. Plus tard, je l'ai comprise comme un aveu. Parce que pourquoi une personne aurait-elle tellement besoin de me tenir loin de la famille, loin des conversations, loin des comptes, si elle n'avait rien à cacher dans ses comptes? On ne met pas quelqu'un sous clé pour son bien. On le met sous clé parce qu'il a la mauvaise habitude de vérifier. Et moi, je vérifie. C'est tout ce que je sais faire, au fond. Lire une ligne, la comparer à une autre, m'assurer que les deux correspondent. Bénédicte le savait mieux que quiconque. Elle savait que tant que je resterais à distance, personne ne recompterait rien. La distance qu'on m'imposait n'était pas une punition pour ce que j'aurais fait. C'était une précaution contre ce que j'étais capable de découvrir. Puis un autre hiver est passé, et l'exclusion a quitté la table pour envahir les écrans. Un matin, j'ai découvert que j'avais été retirée du groupe de messagerie de la famille. Sans un mot. Un jour tu es dedans, le lendemain tu n'existes plus, et personne ne t'explique. Ma tante Paulette a publié une photo d'un repas avec la légende « Tellement reconnaissante d'avoir une famille en paix ». En paix. La paix, chez nous, c'était le nom qu'on donnait à la pièce d'où on m'avait sorti. Et mon beau-frère Kevin, le mari de Bénédicte, a un jour ri ouvertement d'un message que j'avais envoyé. Un message où je proposais simplement, poliment, qu'on reparle calmement de la succession. Il l'a tourné en dérision devant les autres. J'étais devenue le personnage comique du groupe. La tante rigide, la pharmacienne coincée qui ne sait pas lâcher prise, celle avec qui il ne faut pas parler d'argent parce qu'elle en fait tout un drame. Et pendant que tout ça se jouait, un événement discret allait tout changer, même si je ne le savais pas encore. Le foyer où avait fini par vivre mémé Adèle, les derniers temps, cette maison de retraite, a été vendu. Racheté par un groupe, réorganisé, ces vieux dossiers d'archives dispersés ou renvoyés à qui de droit. Et selon leurs règles, les archives concernant un résident décédé sont réexpédiées au dernier responsable légal de ces affaires. Le dernier responsable légal des affaires de mémé Adèle, celle qui avait la procuration, celle dont le nom figurait sur tous les papiers officiels, c'était moi. Alors, un après-midi ordinaire, un livreur a déposé devant ma porte un carton d'archives, lourd, scotché, anonyme, avec l'étiquette de la maison de retraite dessus. Le carton est resté là, dans mon entrée, pendant des jours. Je passais devant chaque matin en partant à la pharmacie. Je n'avais pas le courage de l'ouvrir, rouvrir les affaires de ma grand-mère, replonger dans cette histoire dont ma famille m'avait rendu coupable,
Ça me demandait une force que je n'avais pas encore rassemblée. Un carton fermé, c'est comme un flacon dont on ne connaît pas le contenu. Tant qu'on ne l'ouvre pas, on ne sait pas si c'est un remède ou un danger. Et là, avant que je vous raconte ce que j'ai trouvé quand je l'ai enfin ouvert, parce que ce qu'il y avait dans ce carton a fait basculer toute l'histoire, et je vous jure que je ne l'ai pas vu venir non plus. Je veux m'arrêter une seconde avec vous. Est-ce que dans votre vie, vous aussi, on vous a désigné coupable simplement parce que vous étiez la personne pratique, celle sur qui c'était le plus commode de tout faire retomber? Si vous savez de quoi je parle, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide plus que vous ne l'imaginez de savoir que je ne suis pas seule. Et abonne-toi maintenant, tout de suite, parce que ce qu'il y avait dans ce carton, vous allez vouloir être là pour l'apprendre. Et je ne veux pas que vous le manquiez, parce qu'il faut que vous compreniez mon état d'esprit à ce moment-là. J'étais épuisée, mais pas de la fatigue de Bénédicte, d'une autre fatigue, celle de porter une accusation qu'aucune preuve ne justifiait, de sentir chaque jour le regard un peu changé des gens dans ma propre pharmacie, ces clients de toujours qui hésitaient une demi-seconde de trop avant de me tendre leur ordonnance. Dans mon métier, la confiance est tout. On confie à une pharmacienne sa santé, celle de ses enfants, ses secrets de maladie, et quand une rumeur dit que cette femme a peut-être volé une vieille dame, ce n'est pas seulement ma réputation de fille qui vacille, c'est le contrat silencieux entre moi et chaque personne qui pousse la porte avec la croix verte. J'avais tout fait correctement. J'avais mesuré, vérifié, documenté, gardé chaque trace. Et pourtant, j'étais celle qu'on montrait du doigt. C'est le paradoxe le plus cruel de ma vie. Dans mon officine, un chiffre juste me sauve toujours. Dans ma famille, un chiffre juste ne pesait rien face à une histoire bien racontée. Alors, un dimanche soir, la pluie contre les vitres, un verre de vin posé à côté de moi sans que j'y touche, j'ai fini par m'agenouiller devant ce carton dans mon entrée. J'ai pris un cutter. J'ai coupé le scotch d'un geste net, celui d'une main qui ne tremble pas, celui d'une pharmacienne qui a appris depuis 20 ans à ouvrir les choses proprement. Et j'ai commencé à sortir les dossiers, un par un, en les posant en piles régulières sur le carrelage. Des factures, des feuilles de soins, des comptes rendus médicaux de mémé Adèle. Et puis, glissés entre deux chemises cartonnées, 2 documents qui allaient tout faire basculer, 2 documents que ma famille avait cru enterrer avec ma grand-mère et que le hasard d'un déménagement d'archives venait de déposer, littéralement, dans mes mains. Le premier document, c'était 2 chèques. Enfin, les copies de 2 chèques tirés sur le compte de mémé Adèle, 2 gros montants, à des dates que je connaissais par cœur parce qu'elles correspondaient exactement à la période où l'argent avait commencé à s'évaporer. Je les ai regardés longtemps sous la lampe de mon entrée. Et c'est ma déformation professionnelle qui a vu avant que mon cœur ne comprenne. La signature de ma grand-mère sur ces 2 chèques était trop lisse, trop régulière, trop propre. Or, je connaissais la main de mémé Adèle mieux que personne, parce que c'est moi qui gérais ses papiers, moi qui la voyais tenir un stylo avec ses doigts, qui tremblait de plus en plus les dernières années. Sa vraie signature, à cette époque, était hésitante, cassée, avec des petits tremblements qui faisaient onduler le trait. Ces signatures-là étaient nettes, fluides, assurées, la main d'une personne jeune, imitant la main d'une vieille dame, mais oubliant que le tremblement, justement, ne s'imite pas. Dans mon métier, on apprend à repérer une contrefaçon de la même façon. Ce n'est jamais le détail qu'on ajoute qui trahit, c'est le détail vrai qu'on oublie. Ces signatures étaient trop parfaites pour être vraies. Et le second document a refermé le cercle. C'était un rapport d'incident interne de la maison de retraite. Un formulaire administratif, banal, de ceux qu'on remplit pour tracer un événement. Il consignait qu'un jour précis, le carnet de chèques de mémé Adèle avait été retiré du coffre de l'établissement, où on gardait les objets de valeur des résidents. Et la personne qui avait signé ce retrait, la personne qui avait récupéré le chéquier de ma grand-mère de ses propres mains, avait laissé son nom et sa signature au bas du formulaire. Ce nom, c'était celui de Bénédicte, ma sœur, et la date de ce retrait,
Je l'ai calculé 3 fois pour être sûr, parce que je ne me permets pas d'erreur sur un chiffre qui compte. Ce retrait avait eu lieu 11 jours avant l'encaissement du premier gros chèque. 11 jours. Le chaînon manquant venait de se fermer sous mes yeux, sur le carrelage de mon entrée, un dimanche soir de pluie. Ce n'était pas moi. Ça n'avait jamais été moi. C'était Bénédicte. Ma sœur avait pris le chéquier de notre grand-mère mourante, imité sa signature tremblante avec sa main trop assurée, vidé 9 400 € de son compte, et puis elle avait allumé une rumeur pour poser le vol sur moi, la seule d'entre nous à avoir une procuration, la coupable idéale, celle qui avait la clé. J'ai posé les 2 documents côte à côte sur le carrelage, sous la lampe, et je les ai regardés comme je regarde 2 résultats d'analyse qui, ensemble, donnent enfin un diagnostic. Séparément, chacun ne prouvait rien de définitif. Une signature un peu trop nette, ça peut se discuter. Un retrait de chéquier au coffre, ça peut s'expliquer. Mais les 2 ensemble, avec ces 11 jours entre le retrait et l'encaissement, ça ne se discutait plus. C'était une chaîne. Le chéquier sort du coffre, signé par Bénédicte. 11 jours plus tard, le premier gros chèque part, avec une signature qui imite celle d'une vieille dame, sans en imiter le tremblement. Et pendant ce temps, moi, la seule à avoir une procuration officielle, je devenais dans la bouche de tous la voleuse toute désignée. C'est une construction, une mise en scène. Quelqu'un avait eu besoin d'un décor où le vol semblerait venir de la personne qui tenait les clés, pour que jamais on aille le chercher celle qui, elle, avait pris le carnet. Je suis restée assise par terre un long moment. Je ne pleurais pas. J'étais dans cet état de calme froid qui me vient quand une chose enfin s'aligne, quand les chiffres tombent juste après des mois de résultats impossibles. Toute l'histoire tenait, désormais. La fatigue dans la voix de Bénédicte au téléphone. Son mari Kevin, sans emploi depuis des mois, je l'apprendrai plus tard. La maison qu'ils avaient failli perdre eux aussi. Sa hâte à me désigner dans le salon. Ce je n'accuse personne, lâché juste avant de sortir. Elle n'accusait personne, parce qu'elle savait exactement qui accuser. Et il fallait juste que quelqu'un d'autre prononce mon nom à sa place. Elle avait écrit une histoire, et cette histoire avait besoin que l'argent ne soit allé nulle part, que ce soit juste un flou, un soupçon, une pharmacienne un peu trop seule avec les comptes d'une vieille dame. Mais je suis qui je suis. Et malgré tout, malgré ce que je venais de comprendre, j'ai voulu faire une dernière tentative humaine, une vraie, parce que je me disais qu'une fois qu'ils verraient, qu'une fois qu'ils tiendraient que l'épreuve entre leurs mains, ils ne pourraient plus faire semblant. J'ai préparé un dossier, propre, ordonné, comme je prépare tout, les copies des chèques, le rapport d'incident avec la signature de Bénédicte, la couverture de l'inventaire notarié qui m'innocentait, tout classé, agrafé, lisible. Un dossier qu'on ne peut pas mal comprendre. Et un soir, je suis allée chez mes parents. J'ai sonné à la porte de la maison que j'avais sauvée de la vente avec mes 52 000 €. Mon père a entrouvert la porte. Pas ouvert, entrouvert. Juste assez pour parler par la fente. Pas assez pour me laisser entrer. Il m'a regardé avec le dossier dans les mains, et avant même que j'aie fini ma phrase, avant même qu'il ait regardé une seule page, il a dit « Tu ne vas pas amener des avocats dans cette famille. » Et il a refermé. Doucement, sans colère, presque avec lassitude, comme on referme sur un démarcheur qu'on ne veut pas écouter. Je suis repartie avec mon dossier sous le bras, dans le froid, jusqu'à ma voiture. Le lendemain, le dossier était de retour. On l'avait déposé dans ma boîte aux lettres pendant la nuit, intact, pas une agrafe défaite, pas une page cornée, pas une trace de doigt sur les copies. Personne ne l'avait ouvert. On me l'avait rendu sans même l'avoir lu, et par-dessus la première page, un petit mot, de l'écriture de ma mère. « Restons agréables ». 3 mots. Et c'est là, précisément là, que j'ai touché le fond. Pas au moment du bannissement, pas au moment des 6 secondes de silence,
Pas même au moment de la découverte du carton. Le fond, ça a été cette chemise cartonnée revenue vierge dans ma boîte aux lettres, parce que j'ai compris qu'il n'existe pas de liste de lecture pour quelqu'un qui préfère l'histoire. Ils n'avaient pas refusé mes preuves parce qu'elles étaient fausses. Ils les avaient refusées parce qu'elles étaient vraies, et que la vérité les aurait obligés à défaire la paix confortable qu'ils avaient bâtie sur mon dos. On ne peut pas convaincre quelqu'un avec un document quand ce quelqu'un a décidé, en connaissance de cause, de ne jamais l'ouvrir. Et comme si le fond pouvait avoir un sous-sol, la rumeur a fini par franchir la porte de ma pharmacie, pour de bon. J'ai commencé à perdre des clients, de vrais clients, de ceux qui venaient depuis 15 ans. Un couple de retraités que je servais depuis toujours a fini par me dire, gêné, les yeux fuyants, qu'ils allaient désormais à la pharmacie du bourg d'à côté. On a entendu des choses à l'église, vous comprenez. À notre âge, on ne peut pas se permettre des points d'interrogation. Des points d'interrogation. Voilà ce que la belle histoire de ma sœur avait fait de moi aux yeux de ma propre ville. Un point d'interrogation. Le mensonge ne se contentait plus de me coûter ma famille. Il venait maintenant se servir directement dans ma caisse, dans mon métier, dans la seule chose que j'avais construite entièrement seule et entièrement proprement. Chaque client perdu, c'était une dose que la belle histoire prélevait sur ma vie. Et la belle histoire, elle, n'arrêtait jamais son traitement. Je me souviens du soir où j'ai fermé la pharmacie après le départ de ce couple de retraités. J'ai éteint la croix verte, j'ai baissé le rideau, et je suis restée un moment dans l'officine dans le noir, au milieu des tiroirs bien rangés, des étiquettes alignées, de toute cette précision que j'avais construite jour après jour. Et je me suis dit, voilà, ils ont réussi à faire entrer le mensonge jusqu'ici, jusque dans le seul endroit du monde où tout était juste. Parce qu'une pharmacie, c'est un lieu où l'erreur n'est pas permise, où chaque chose porte son nom exact, où l'on ne survit pas à l'à peu près. Et ma sœur avait réussi à installer un point d'interrogation au milieu de cet endroit-là. Ce soir-là, j'ai compris que je ne me battais plus pour ma famille. Ma famille, je l'avais déjà perdue. Je me battais pour la croix verte, pour le droit d'une femme de tendre un médicament par-dessus un comptoir sans qu'une ombre passe dans le regard d'en face. C'est ce dernier coup qui m'a fait changer de camp intérieurement. Tant que ça restait entre les murs de la famille, j'encaissais, je pliais, je gardais l'espoir idiot qu'un jour il comprendrait. Mais quand ça a commencé à tuer mon officine, j'ai arrêté de vouloir être comprise. J'ai décidé de vouloir être en règle. Ce n'est pas la même chose, et ça change tout. J'ai pris rendez-vous avec une avocate. Pas une du coin, où tout se sait avant même qu'on ait raccroché. Une avocate à 2 départements de là. Maître Sandrine Roche, une femme au regard précis, qui écoutait en prenant des notes serrées, exactement comme moi je lis une ordonnance. Je lui ai tout déposé sur la table. La reconnaissance de dettes notariées, le rapport d'incident, les chèques aux signatures trop lisses, l'inventaire de la succession, la dénonciation anonyme classée. Elle a tout examiné, méthodiquement, pendant que je retenais mon souffle. Et puis elle a posé son stylo, et elle m'a expliqué, point par point, ce que je n'avais jamais osé calculer à voix haute. Premièrement, la reconnaissance de dette était parfaitement valide et exécutoire. Mes parents me devaient toujours cet argent, légalement, sans discussion possible. Sur les 52 000 € prêtés, seuls 5 200 avaient été remboursés. Il restait 46 800 € dus. 46 800 € que je pouvais réclamer avec l'appui d'un acte notarié que personne ne pouvait contester. Deuxièmement, ce que ma famille avait fait avec la rumeur, la dénonciation anonyme, l'accusation répétée en public, cela portait un nom juridique, diffamation, et j'avais de quoi l'approuver. Troisièmement, et c'est là que Maître Roche a eu un demi-sourire, de ce qu'on a face à une ironie parfaite, la succession de Mémé Adèle
avait légalement droit au recouvrement des 9 400 € détournés. L'argent volé devait revenir à l'héritage. Et qui étaient les héritières de cet héritage? Ma mère et ma tante Paulette. Autrement dit, Bénédicte n'avait pas seulement volé une vieille dame mourante, elle avait volé les 2 femmes qui, aujourd'hui, la défendaient bec et ongles contre moi. Récupérer cet argent, c'était le rendre aux poches mêmes qui applaudissaient de ma sœur. Toute cette famille protégeait la personne qui l'avait dépouillée et accusait la seule qui pouvait la rembourser. Je suis sortie du cabinet de Maître Roche avec, pour la première fois depuis des années, non pas la sensation d'être crue, je savais qu'il ne me croirait jamais, mais quelque chose de bien plus solide, la sensation d'avoir, entre les mains, tous les documents dont j'avais besoin. Et les documents, contrairement aux gens, ne changent pas d'histoire pour rester agréables. La goutte d'eau est arrivée quelques jours plus tard, sous la forme d'un message vocal de ma mère. Je l'ai écouté 2 fois, parce que la première fois je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Sa voix, toujours douce, m'annonçait 2 choses. D'abord, que je devais quand même préparer le plat de Noël de mémé Adèle et le déposer, non pas à l'entrée, mais à la porte de derrière de la maison, la veille du réveillon, pour que ma cuisine soit sur leur table sans que ma personne dérange leur soirée. Et ensuite, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, que je devais reprendre à ma charge les 1 900 € de l'assurance habitation de leur maison, cette année encore, parce que, avec les fêtes, c'est compliqué. 1 900 € d'assurance sur la maison que j'avais déjà sauvée, le plat de ma grand-mère par la porte de derrière, banni de la table, mais convoqué à la cuisine et à la caisse. Voilà où on en était. Et quelque chose en moi a fait un déclic très calme. Pas un cri, pas des larmes. Le petit clic d'un flacon qu'on referme correctement. J'ai raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti 4 feuilles de papier. Parce que j'avais compris enfin la seule vérité qui compte dans cette histoire. La paix qu'on m'avait demandé d'acheter, encore et encore, réveillon après réveillon, ce n'était pas de la paix. C'était une dette qui courait des intérêts au nom de quelqu'un d'autre, et des paiements constants, je le savais mieux que personne maintenant, ce n'est pas de l'amour constant. C'est juste un prélèvement automatique sur une femme qu'on a décidé de faire payer à vie. Alors j'ai écrit 4 lettres, avec l'aide de Maître Roche, dans les règles, mesurées au milligramme, parce qu'une lettre recommandée, c'est comme une ordonnance. Ce qui est écrit doit correspondre exactement à ce qui est vrai, ni plus ni moins, et ça engage celui qui la reçoit autant que celle qui l'envoie. Je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que relier des documents qui avaient toujours existé, et transformer une rumeur qu'on ne pouvait pas attaquer en fait signé, daté, tracé. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans ces 4 lettres, laissez-moi vous poser une question, à vous qui êtes là depuis le début. Votre famille a-t-elle déjà cru une belle histoire plutôt qu'un relevé bancaire? A-t-elle déjà préféré la version qui arrange à la preuve tamponnée qui dérange? Dites-le-moi en commentaire, parce que je sais que vous êtes nombreux à connaître ça, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que les 12 heures qui suivent ces 4 lettres ont défait 3 années de silence, et vous ne voudrez pas rater ça. La première et la deuxième lettre étaient mettées pour mon père et pour ma mère. C'étaient des mises en demeure officielles pour non-remboursement de la reconnaissance de dette. Elles rappelaient le principal, 52 000 €, les 5 200 € effectivement versés, et le solde restant dû, 46 800 €. Elle proposait, par l'intermédiaire de mon avocate, de reprendre les paiements de 400 € par mois, sans procès, sans intérêt, à condition de signer sous 30 jours. J'y avais joint la copie de la couverture de l'inventaire notarié, celui qui m'innocentait, avec le tampon officiel bien visible. Et j'y ajoutais une dernière ligne, factuelle. À compter de ce jour, je cessais de payer l'assurance de leur maison, ces 1 900 € par an que j'avais portés en silence.
La troisième lettre était pour Bénédicte. Ma sœur. C'était une mise en demeure de cesser et de s'abstenir, de cesser immédiatement de répandre une accusation de vol contre une personne âgée qui avait porté préjudice à une professionnelle de santé diplômée et assermentée. J'y avais joint les copies des 2 chèques aux signatures trop lisses et le rapport d'incident de la maison de retraite, celui qui portait sa signature à elle, 11 jours avant l'encaissement du premier chèque. La lettre exigeait 2 choses. 1. Une rectification écrite, adressée à toute la famille, avant le 1er décembre. 2. La restitution des 9 400 € à la succession, c'est-à-dire, par le jeu de l'héritage, à notre mère et à notre tante Paulette. La 4e lettre était pour tante Paulette. Elle contenait la prestation de compte complète de la succession, celle qu'elle n'avait jamais ouverte, et une demande courtoise de cesser de répéter une accusation qui avait déjà été démontée officiellement, tampon à l'appui, le lundi matin. Je suis allée au bureau de poste. J'ai déposé les 4 enveloppes en recommandé, avec accusé de réception, une par une, sur le comptoir. 4 petits tocs du tampon de l'employé. 4. Le même geste précis que quand je scelle un sachet à la pharmacie et que je le tends par-dessus le comptoir. Le remède part, et à partir de là, il agit tout seul. Le mercredi, à 11h40, mon téléphone a commencé à vibrer avec les notifications de l'accusé de réception. Distribué, 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 distribué. 4 fois, distribué, fois 4. Les 4 lettres étaient entre leurs mains au même moment. Et là, tout a explosé. Ça a commencé doucement. 1 appel, 2, que je n'ai pas pris. Puis ça s'est accéléré. À 21h ce soir-là, j'avais 68 appels manqués. 68. De ma mère, de mon père, de ma tante, de numéros que je ne connaissais pas. Et au milieu de tout ça, un seul message que j'ai lu, parce qu'il venait de ma nièce Manon, 15 ans, la fille de Bénédicte. Un message court, tremblant à travers l'écran. « Tata, c'est vrai, pour les chèques ?» Cet enfant venait de comprendre, à 15 ans, que l'histoire qu'on lui avait racontée sur sa tante voleuse ne tenait pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas encore quoi lui dire sans casser quelque chose en elle. À 23h52, on a sonné à ma porte. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure, par réflexe, comme je date tout. 23h52. J'ai ouvert, et ils étaient là. Tous. Mon père, ma mère, ma sœur, mon beau-frère Kevin, debout sur ma véranda, dans le froid, la neige tombant en silence derrière, éclairée par ma lampe d'entrée. La famille qui m'avait banni de sa table se tenait maintenant à ma porte, à minuit moins 8, le soir précédant le réveillon. Mon père a parlé le premier. Il a essayé la vieille méthode, celle qui avait toujours marché. Déchire ces lettres, Thérèse. Viens au réveillon demain. On oublie tout. On repart à 0, en famille. Comme si 3 ans pouvaient se déchirer avec 4 feuilles. Comme si le problème avait toujours été les lettres et jamais ce qu'elles disaient. Et c'est là que Bénédicte a craqué. Devant tout le monde, sur ma véranda, ma sœur a fini par lâcher la vérité. Kevin était sans emploi depuis des mois. Ils avaient failli perdre leur maison. Elle était acculée. Et elle a dit « Je m'en souviendrai toute ma vie. » Tu as signé des chèques, Thérèse. Moi, j'ai écrit l'histoire. Et l'histoire avait besoin que cet argent ne soit allé nulle part. Voilà, en une phrase, tout. J'avais eu la procuration, j'avais eu la clé, alors j'avais fait l'affaire parfaite. Elle avait pris l'argent, et elle m'avait donné le rôle de la coupable, parce que quelqu'un devait porter le manque, et que ce ne pouvait pas être elle. Ma mère, alors, a tenté sa dernière négociation, sa voix d'arbitre, celle des 6 secondes de silence. Elle a proposé qu'on répare tout discrètement,
qu'on réécrive l'affaire comme une erreur de la banque, qu'on me rende ma chaise à la table, qu'on me réintègre au réveillon, comme si me rendre une chaise était une faveur et non la reconnaissance qu'on me l'avait volée. Effacer le vrai coupable, blanchir Bénédicte, et m'acheter avec une place à table. Le même devis que toujours, le moins cher, celui où c'est encore moi qui paye. J'ai regardé mon père, sur ma véranda, à minuit, et j'ai dit, calmement, sans hausser la voix, parce que je n'en avais plus besoin. Tu es sur ma véranda à minuit, papa. Moi, je suis resté dehors, devant votre porte, pendant 3 ans. Un silence, la neige. Et puis j'ai dit la seule chose qu'il me restait à dire, la phrase que je vérifie désormais comme une dose, celle qui est juste au milligramme. Gardez la paix. Moi, je garde mon nom. Et j'ai refermé la porte, doucement, comme mon père l'avait fait, mais pour une raison exactement inverse. Je suis resté un moment derrière ma porte fermée, dans le silence, à écouter leurs pas s'éloigner sur la neige, les portières de voiture qui claquaient, les moteurs qui démarraient, et je n'ai ressenti ni triomphe ni joie. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus grand, la sensation d'avoir enfin remis chaque chose à sa juste place. Pendant 3 ans, je m'étais tordu pour rentrer dans le récit qu'ils avaient écrit sur moi, comme un patient qui prendrait un traitement qui n'est pas le sien parce qu'on lui répète que c'est le bon. Cette nuit-là, j'ai reposé le flacon. Ce traitement n'était pas le mien. Cette culpabilité n'était pas la mienne. Je n'avais plus à l'avaler pour que les autres se sentent bien. Le lendemain, jour du réveillon, je n'ai pas déposé de plat à la porte de derrière de mes parents. Pour la première fois en 4 ans, je n'ai rien porté, rien payé, rien prêté. J'ai passé la journée dans ma cuisine à moi, à préparer la recette de mémé Adèle, parce que cette recette, elle me l'avait donnée à moi, et je n'allais pas laisser une mensongère me priver aussi de ma grand-mère. Et le soir, j'ai dressé ma propre table. Je ne vais pas vous mentir et vous inventer une fin magique, parce que la vraie vie n'en donne pas. Ils ne se sont pas jetés dans mes bras. Il n'y a pas eu de grand réveillon de réconciliation. Cette table, cette année-là, était petite. Quelques amis, une collègue, une voisine seule à qui je n'avais pas voulu laisser passer Noël toute seule. Pas de grande famille, pas de branche déployée sur 3 générations. Mais autour de cette table, personne ne comptait ma présence comme une gêne. Personne ne calculait combien je valais ou combien je devais payer pour avoir le droit d'être assise. J'ai compris ce soir-là qu'une place, une vraie, ça ne s'achète pas et ça ne se mendie pas. Ça se donne gratuitement ou ça n'existe pas. Tout ce que j'avais versé à ma famille pendant des années n'avait jamais été le prix d'une place. C'était juste le loyer d'une exclusion. Mais les choses ont bougé, une à une, comme des chiffres qui finissent par tomber juste. Quelques semaines plus tard, Bénédicte a envoyé sa rectification écrite, noir sur blanc, à toute la famille, admettant que l'accusation contre moi était fausse. Ce n'était pas de l'amour, c'était une lettre forcée par une mise en demeure. Mais mon nom, dans cette petite ville, a commencé à retrouver sa couleur. Des clients sont revenus, un peu gênés, à la pharmacie de la rue principale. Et un matin, dans mon courrier, il y a eu une enveloppe de mes parents. Dedans, un chèque de 400 €. Le premier remboursement en 3 ans. Le premier. Ce n'était pas grand-chose sur 46 008 cents, mais ce n'était pas la somme qui comptait. C'était que, pour la première fois depuis des années, le remède correspondait enfin à l'ordonnance. De l'argent dû, de l'argent rendu, et ma nièce Manon, 15 ans, a fini par pousser la porte de ma pharmacie un après-midi, juste pour dire bonjour. Une porte entr'ouverte, pas grande ouverte, entr'ouverte. Et pour l'instant, ça me suffisait. Alors voilà ce que cette histoire m'a appris, et ce que je voudrais vous laisser. La paix qu'on doit acheter n'est pas la paix, c'est une dette qui court des intérêts au nom de quelqu'un d'autre.
Chaque fois qu'on vous demande de payer, de vous taire, de reprendre l'assurance, de déposer le plat par la porte de derrière pour rester agréable, vérifiez la facture, vérifiez-la 3 fois, comme une dose, parce que, agréable, ça aura été la chose la plus chère que cette famille ait jamais achetée. Et moi, j'en ai gardé tous les reçus. Vous pouvez perdre une place à table. Vous pouvez perdre des gens que vous aimez. Mais votre nom, la seule signature qui soit vraiment la vôtre, celle qui tremble un peu parce qu'elle est vraie, ça, on ne vous le prend jamais si vous refusez de le vendre. Si vous aussi vous avez payé, encore et encore, pour une place où on ne vous a jamais laissé vous asseoir, dites-le moi dans les commentaires. Je vous lis, vraiment. Et abonne-toi, parce que je raconte ces histoires pour toutes celles et ceux à qui on a demandé d'acheter une paix qui n'en était pas. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire.